crois, en 2 semaines, je m'étais fait 8 000 euros. J'étais étudiant à l'époque. Je touchais environ 600-700 € le mois. Donc, quand je me suis fait 8 000 € en une semaine, je me suis dit vraiment, je vais arrêter l'école. Je ne sais pas à quoi l'école me sert. Je suis riche. Je vais, je vais faire des business, je vais atteindre des millions. Bref, voilà, le rêve et tout. Après, la vraie raison, parce que je n'ai jamais eu la vraie raison, mais Google, ils avaient, comme c'est Google qu'on utilise à l'époque pour faire la publicité, ils avaient arrêté notre compte de publicité. Ils avaient dit non, on n'a pas le. Ils ont banni notre compte sans plus de raison. Ils ont dit qu'on enfreint leurs règles, mais on ne savait pas. On ne savait pas exactement pourquoi et tout. Bon, du coup, c'est comme ça que finalement le projet s'est arrêté. J'avais dans les 8 000 € avec mes potes, on se disait, ok, on a 8 000 €, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Je me disais toujours que au Cameroun, on nous dit que qu'on a l'argent, il vaut mieux investir que de manger, parce qu'en investissant, on aura plus et tout, voilà. C'est comme ça que je prends tous les 8 000 €. J'ai investi dans plein de projets. Tous les projets ont échoué. Je me suis mis à je me suis dit, qui m'a envoyé? Mieux je mangeais mon argent. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Dare to Dream for Africa Stories. Nous sommes à la saison 2. Je suis le docteur Luria Fonou. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. En cette nouvelle saison, nous avons changé le format. Nous aurons beaucoup plus d'interactions avec nos invités. Les invités seront également dans certains épisodes complètement anglo-saxon. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas seulement faite de francophones, mais nous avons aussi des Africains qui parlent anglais. Pour te parler à toi qui suis notre chaîne malgré tout, si tu es un anglo-saxon et que tu suis notre chaîne en français, alors que tu as besoin de ce contenu aussi en anglais, eh bien, ça va changer avec des To Africa Stories cette année. Avant que tu n'ailles voir cet épisode d'aujourd'hui, je veux te dire que tu seras très surpris de l'invité que tu vas retrouver, mais rassure-toi, le leadership commence à tout moment. Le leadership n'attend pas que tu sois plus riche. Le leadership n'attend pas que tu sois trop âgé. Le leadership n'a pas d'âge. Tu seras surpris par la qualité, la profondeur du message de cet invité. Tu seras surpris par son ambition pour résoudre les problèmes de sa communauté tous les jours. Un invité qui peut-être n'est pas celui que tu connaîtras le plus, mais qui est l'un des scientifiques que nous avons vu qui agit tous les jours sans relâche pour servir la communauté. Et si lui, il a pu le faire, si ce jeune scientifique a pu utiliser ses compétences en informatique pour les utiliser, pour les mettre à disposition de la communauté, pour servir les gens, alors toi aussi tu peux le faire. Peu importe où tu es, tu peux aussi le faire. Écoute très bien l'histoire de Wilfried Joppa, qui est l'invité du jour. Wilfried a partagé son parcours de comment il est quitté du Cameroun pour arriver en France et comment, étant en France, il a réussi à créer des compagnies, pas pour la communauté française, écoute bien, pour la communauté camerounaise et africaine, pour résoudre les problèmes des entrepreneurs, pour résoudre les problèmes des communautés avec plusieurs compagnies qu'il a créées en un laps de temps. Et ceci sans aucun fonds de départ. Alors, tu imagines les challenges qu'il a dû rencontrer. Tu imagines le stress que ce jeune a dû endurer, que ce soit par sa famille et par ses proches. Et même tous les jours, le stress qu'il endure pour mener cette tâche alors qu'il occupe un travail à temps plein. Sans te donner plus d'informations, je te laisse entrer dans cet épisode. Et c'est tout. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses à la fin dans les commentaires. À plus et profite bien. Donc, moi, c'est Wilfried Joppa. Je suis ingénieur en informatique de formation déjà. Je suis venu finir mes études en France, à l'ICI Gelec à Rouen. Après avoir fait 2 ans de classe préparatoire au Cameroun à Prépa-Voct et après avoir eu mon bac également. Donc, j'ai voyagé en 2017, j'avais environ 19 ans. Et voilà. Donc, depuis quelques années, je travaille chez The Fork. C'est une filiale de TripAdvisor, pour ceux qui connaîtront TripAdvisor. Voilà, donc je travaille en France depuis et à côté, j'ai pas mal de business que j'ai lancé qui marchent plus ou moins bien. J'essaye de trouver encore ma voie à cet endroit-là, mais je suis quelqu'un qui est très passionné par les technologies de manière générale depuis mon enfance, par les sciences également. Tout à l'heure, tu disais que tu es chercheuse en microbiologie. Moi, dans un de mes rêves, c'est d'avoir un laboratoire de recherche. Je ne sais pas encore tout ce que ça va impliquer, mais c'est vraiment l'un de mes objectifs de vie. La plupart des choses que je fais, c'est dans cette optique-là. Et je suis très intéressé de manière générale, comme je disais, par la science, par la biologie, par le cerveau.
Bref, et voilà. Et du coup, j'essaie d'apprendre au maximum de plein de choses et de me développer comme je peux. Donc voilà un peu une petite intro. D'accord. Merci Wilfried. Merci déjà d'être venu sur cette chaîne, sur ce podcast. Tu as parlé de tes business. Quels sont tes business que tu fais à côté? Ok, donc à côté, il y en a un que j'ai lancé depuis plusieurs années déjà qui s'appelle l'amateur. Donc l'amateur, c'est un nom en franc-anglais qui vient de maternelle, je pense, et qui fait référence à la maman. Donc l'idée du projet était je dis était, mais l'idée du projet de manière générale, c'est de permettre aux personnes qui sont au Cameroun de pouvoir recevoir leurs courses directement à domicile sans avoir besoin de sortir de chez eux. La cible principale, la cible initiale que nous avions, c'était les mamans qui sont généralement malades, qui sont un peu vieilles, qui sont enceintes, qui ne peuvent pas nécessairement aller au marché, parce que c'est évidemment elles qui font le marché, mais également les hommes qui sont célibataires, qui ne savent pas, qui ne veulent pas aller au marché, voilà, de pouvoir leur permettre de pouvoir commander en ligne et de recevoir le tout à la maison. Et plus tard, nous avons exploré la diaspora, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte demande au niveau de la diaspora également, et ce qui a permis à la plateforme de pouvoir grandir. Donc ça, c'est le premier, on va dire, le business pas le premier en tant que tel, mais le premier officiel. Premier business officiel que j'ai lancé. Par la suite, j'ai continué avec d'autres services, on va dire ça comme ça. L'équipe qui s'appelle Amateur Tech, où on développait pour des entreprises, pour des particuliers qui sont au Cameroun ou ailleurs, des applications, des sites internet, pour voilà, leur permettre de pouvoir développer leur projet de leur côté également. Et enfin, plus récemment, on travaille sur une plateforme qui s'appelle Jenuka, qui est une application qui aide les personnes qui ont un business à pouvoir mieux gérer leur business. Donc, pouvoir gérer la comptabilité, gérer les ventes, avoir un site internet, gérer les clients, avoir des statistiques poussées, pouvoir prendre des meilleures décisions, en fait. Et le besoin à ce niveau-là est venu du fait que nous, lorsqu'on a lancé la matière, on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de vraiment gérer, en fait, la matière. Et on s'est, du coup, reposer sur un outil étranger qui s'appelle Shopify. Mais le problème qu'il y avait avec cet outil étranger, c'était les paiements. Le problème principal que nous avions rencontré, c'était les paiements. Il n'y avait pas sur Shopify des paiements locaux. Mobile Money, Orange Money, MTN Money. On s'est donc dit, ok, est-ce qu'il y en a pas qui existent? On a fouillé, on n'a pas trouvé de solution qui intègre ce genre de paiement. On s'est dit, pourquoi pas ne pas développer du coup pour nous. Et c'est comme ça que Genuka est né. Et voilà. Donc voilà en gros les trois projets principaux. Parce qu'à côté, il y en a plein de petits avec lesquels voilà, je fais des tests, on va dire ça comme ça. J'apprends notamment Publish, que j'ai lancé il y a quelques années également, qui permet aux uns et aux autres de gagner de l'argent grâce à leur statut WhatsApp. Il y a également Hostui. Mais si, comment ça citer vraiment, la liste est très longue. On pourra en parler en tout cas le moment venu si besoin. Mais il y en a il y a plein de plateformes que j'ai lancées un peu dans plusieurs secteurs d'activité pour d'une part apprendre, comme je disais, mais explorer des pistes de business et de projets. Donc voilà un peu, de manière très brossée. C'est incroyable. Voilà. Tu es très jeune encore. Tu as dit que tu es arrivé en France en 2017. Tu avais 19 ans. Oui, et là j'ai Ça fait 26. 7 ans. Là, voilà, c'est incroyable. Tu as 26 ans et tu as déjà fait tellement de choses. C'est ça. Mais comment tu fais pour concilier justement l'entrepreneuriat et tu as dit que tu aimes travailler? À côté. Euh, je vais dire, pour moi, il y a pas un truc en particulier. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis quand j'étais, parce que la matière, par exemple, j'ai commencé à travailler dessus. J'étais en alternance encore. J'étais en avant-dernière année. Donc, c'était en 2019 que je l'ai commencé. Et à l'époque, j'étais à la fois en apprentissage. Donc, contrat d'apprentissage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on travaille à côté et on fréquente en même temps. Donc, j'étais déjà en apprentissage et j'avais ce projet en parallèle. Euh, Moi, j'arrive à m'organiser parce que les soirs, par exemple, et les week-ends, c'était le seul temps libre que j'avais. Du coup, durant cette période-là, je pouvais travailler sur mes projets. Et ma vie, de manière générale, pour répondre particulièrement à cette question, est composée à 95% de travail. 98% environ. Je ne fais littéralement que ça. Du matin au soir, quand je finis, j'ai pas de vie. Je veux dire, je vais sortir une fois tous les 2 mois, 3 mois avec mes potes et tout, mais de manière générale, en fait, je m'enferme. Et pour moi, ce n'est pas un travail. Donc c'est aussi pour ça que ça arrive à passer, parce que moi, je ne vois pas ça comme un travail, je vois ça comme de la création. C'est pour ça justement que je disais tout à l'heure que la recherche m'intéresse, parce que ça va un peu dans le sens, dans le même sens. Tu découvres des choses, tu peux créer des choses qui peuvent changer la vie des gens, et le sentiment là,
est plus grand que tout le reste. Et ce qui fait que moi, je peux travailler des heures sans me fatiguer parce que pour moi, ce n'est pas travailler. Comme on dit souvent, moi, je suis développeur en informatique et le code que j'écris, c'est comme quelqu'un qui bavarde, en fait. Comme là, on peut pas dire que là, on est en train de travailler parce que on discute. Et moi, en général, lorsque je suis devant la machine, je discute avec la machine. C'est pareil pour moi. C'est, OK, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça parce que ça va aider telle personne à gagner un peu plus d'argent, à être plus content, à être plus heureuse, à être plus heureux et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est comme ça que je m'organise en gros, c'est que je ne fais que travailler, entre guillemets. Je n'ai pas de, je n'ai pas d'autres trucs, je n'ai pas une technique. Certains qui aiment bien, c'est Ah des ça? gens qui aiment bien aller voir les matchs. J'imagine, mais je dis, c'est parce qu'ils doivent prendre ça comme, comme une tâche difficile. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Donc c'est beaucoup plus facile. Moi, je ne ressens pas de problème. Justement, en tant que CEO de la matière, et tu as Mhm. parlé de la matière et la matière tech. Exact. Comment se passe ton quotidien en tant Déjà, nous sommes nombreux. Dans l'équipe, nous sommes environ 12, 14, ça varie souvent. Je crois que ces derniers temps, actuellement, nous sommes 12 environ. Euh, et déjà, je ne ressens pas une difficulté particulière et mon quotidien, en gros, c'est déjà le site internet, la matière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la matière market, qui est la partie justement course à domicile, ça tourne un peu seul. Donc, il n'y a pas un travail supplémentaire que je fais. Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des commandes qui arrivent, il y a quelqu'un qui est en charge du service client qui va recevoir la commande, qui va transférer aux équipes de Yaoundé ou de Douala en fonction de où la personne a commandé, qui eux vont se charger de faire les livraisons et ça va boucler. Moi, de mon côté, on va juste se voir 1 à 2 fois par semaine pour être sûr qu'ok, est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce qu'on avance bien et tout. Ça, c'est au niveau de la matière market. Il n'y a pas vraiment des tâches en tant que telles. Maintenant, c'est sur la matière tech, de manière générale, qui a eu plus de travail. Ces derniers temps, c'est un peu moins fort, mais il y a eu beaucoup plus de travail là-bas parce qu'il fallait justement, ah voilà, là c'est le site de la matière market. On peut voir, donc les clients vont aller sur le site. Nous, généralement, on a mis en place des systèmes de publicité qui vont tourner, voilà, qui vont faire que les clients découvrent le site, ils aillent dessus, ils vont aller dessus, ils vont regarder les produits qui les intéressent, ils vont ajouter au panier, ils vont passer la commande, ils vont payer, voilà, tout va se passer en automatique. Donc, il n'y aura pas un travail supplémentaire de notre côté, de mon côté en tout cas, si ce n'est de m'assurer que les prix sont à jour, que les photos sont à jour. Mais même pour ça, il y a des personnes dans l'équipe qui sont dédiées à cette tâche-là. Bon, ce qui fait que moi, en tant que CEO, de manière générale, je n'ai pas quelque chose quotidiennement à faire sur ce projet-ci. Maintenant, comme je disais, il peut arriver 1 à 2 fois par semaine quand on se rencontre pour discuter de techniques de marketing, qu'est-ce qu'on va mettre en place cette semaine, qu'est-ce qu'on va essayer de faire durant ce mois, est-ce qu'au niveau des impôts tout est OK, est-ce qu'au niveau des taxes à tel endroit tout est OK, est-ce qu'au niveau des paiements il y a eu des problèmes. Voilà, donc c'est tout ce genre de problématiques que je vais essayer de gérer, mais ce sera ponctuel. Et à côté de ça, donc, comme je disais, au niveau de la matière tech, principalement, ce sera de faire le suivi des projets des clients. Donc, on a des clients qui nous confient des applications qu'ils veulent qu'on développe. Moi, je suis développeur dans cette équipe également. Donc, je vais m'assurer d'une part que le projet évolue bien et à côté de ça, je vais coder. De manière générale, ce sera ça. Euh, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de travail. On ne se voit quasiment jamais. Ça, c'est une des particularités de notre organisation également. Comme on n'est pas justement à temps plein, on n'a pas la chance, on va dire ça comme ça, merci. On n'a pas la chance justement de se mettre, de faire une réunion, de se voir avec d'autres personnes. On va beaucoup plus collaborer en ligne. On ne va se voir que dans des meetings. Et généralement, on se voit tous les soirs, hein, tous les soirs par semaine. Comme je disais, on travaille tous les soirs. On va se voir plusieurs fois par semaine pour travailler sur les projets des clients et voilà, et les faire évoluer. là, la Donc, matière tech, c'est pour faire les sites web ou c'est les pour sites faire web, les applications les sites mobiles, web? exactement, les D'accord. plateformes de tout Ah, type, de d'accord. tout genre. Voilà. Donc voilà, principalement, c'est ça. Super. C'est impressionnant en tout cas. Merci. Je sais que j'ai utilisé Publish une fois, j'ai juste Oui. testé comme ça, j'avais fait un post, Ah je ça? sais que j'ai eu des retours en moins de 24 heures, j'ai vu des gens qui ont commencé à me contacter parce que j'ai mis une Oui. annonce et c'était Exact. très très rapide. J'ai pas compris comment ça s'était passé, mais on m'avait expliqué. J'ai trouvé ça très bien. Déjà pour un début, ça veut Yes. dire que s'il y a le S'il y a momentum, ça. eu, exactement, ça peut très bien marcher. Super, merci beaucoup. En ce qui concerne Publish, le besoin, en fait, je me suis rendu compte avec le temps que la plupart des personnes qui veulent lancer des projets, parce que je sais il y en a beaucoup, comme moi, qui aimeraient lancer des projets et autres, mais le problème souvent, c'est de trouver des idées.
trouver des idées de projets, comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée et tout. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on travaille sur un projet, lorsqu'on a une idée qui n'est pas nécessairement une très grande idée, juste un besoin qu'on essaie de résoudre, en travaillant sur ce besoin-là, en général, on rencontre d'autres problèmes. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Publish. C'était lorsqu'on travaillait sur Genuka. On se demandait comment est-ce qu'on peut faire pour être plus connu en Afrique parce que c'est notre cible principale au niveau de Genuka. Donc comment est-ce qu'on fait pour être mieux connu en Afrique? On a essayé les publicités sur Facebook, sur YouTube. Ce n'est pas vraiment pareil que dans les autres pays où, par exemple, en Occident, quelqu'un peut voir une publicité sur Facebook. Il voit l'intérêt, il utilise. En Afrique, c'est un peu plus difficile voilà, de passer par des publicités sur Facebook, sur les réseaux et autres. Donc, on se disait donc que le seul canal où on a l'impression qu'il y a toujours des gens qui regardent, ce sont les statuts. Et ça, c'est de un. De deux, si par exemple, vous avez j'ai votre contact et que vous mettez quelque chose en statut, il y a une barrière de l'inconnu qui disparaît. Qui fait en sorte que si votre produit m'intéresse, j'aurai moins de problèmes à vous poser la question et à peut-être acheter le service. Donc, c'est dit ces deux notions-là, où il n'y a plus de barrière de l'inconnu, parce que ce n'est pas une publicité sur Facebook, on ne connaît pas qui a fait. C'est quelqu'un que je connais, dont j'ai le contact, qui a mon contact, qui est allé dessus. Donc forcément, c'est quelqu'un que je connais. Et s'il parle d'un produit, il y a des chances que ce produit soit intéressant. Donc c'est donc dit comment est-ce qu'on peut donc faire pour avoir ça. On se dit, ok, on va un peu essayer de faire une plateforme où des gens peuvent mettre un truc en statut, des entreprises payent et d'autres personnes relaient l'information. C'est ça l'idée. C'était vraiment simple et c'était pour résoudre un problème de communication qu'on avait avec Genuka. Et on s'est dit, ok, je me suis dit, je vais commencer, je vais faire une première version de la plateforme très rapide. Ça m'a pris environ 3 jours. C'était vraiment un truc juste pour tester, pour voir est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut la peine qu'on y mette plus de temps. Et j'ai été très agréablement surpris par la vitesse avec laquelle ça a pris. On va dire ça comme ça, parce que à ce jour, Publish est le projet qui a le plus de, qui a eu le plus d'utilisateurs le plus rapidement possible que j'ai lancé. On a lancé le projet en une semaine et demie. On avait 3000 utilisateurs. Je n'avais jamais eu ça de toute ma vie de n'importe quel autre. C'est allé trop vite. On a eu des personnes qui étaient au Cameroun, Côte d'Ivoire, au Togo, et dans beaucoup d'autres pays en Afrique, qui étaient prêts à relayer l'information. Et c'est pour cette raison justement que quand vous avez mis sur moi, vous avez eu très très rapidement du truc, mais c'était vers la fin parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Vraiment, un des trucs aussi qui vient avec les projets, c'est que lorsqu'on a une idée, on se dit ah, il suffit de faire ça et ça va marcher. Sauf qu'on le fait, mais on n'imagine pas le nombre de problèmes qui vont être liés à ça. Au niveau du publishing, on a eu énormément de problèmes, notamment avec les personnes. Vous imaginez, lorsqu'on vous dit, vous mettez des statuts et sur les clics que vous obtenez, vous aurez de l'argent. Il y avait tout type de fraude. Les gens qui vont créer des systèmes de clics automatiques, d'autres qui vont cliquer eux-mêmes sur le lien. On a vu de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et ça nous a conduit justement voilà, à limiter d'abord en tout cas, comme on a vu, parce que si vous avez remarqué, le projet n'est plus communiqué, on ne communique plus dessus ces derniers temps parce que justement, on est en train de travailler pour corriger la plupart de ces problèmes qui ont déjà été justement corrigés, mais il y en a qui manquent encore. Mais on a déjà vu qu'il y a de l'intérêt, on a vu qu'il y avait des marques. On a eu une entreprise qui a travaillé pour MTN, qui voulait lancer une campagne Ayoba, MTN, avec nous, avec Publish. Tout ça là, justement, en moins de 2 semaines de lancement, ça montre à quel point justement il y a de l'intérêt des deux côtés. On s'est donc dit, ok, on va travailler sur le projet à côté, histoire de le peaufiner, d'améliorer toutes les limitations que nous avons eues pour que les entreprises également soient plus satisfaites et que les utilisateurs finaux, eux, ils puissent avoir leur gain. Mais c'était un projet, en tout cas, qui a eu un très bon lancement et un gros intérêt, même pour nous. Donc, on y travaille toujours. Donc, voilà un peu en ce qui concerne Publish. Justement, comment ça se passe quand les gens viennent souscrire pour pouvoir partager les images ou les publicités sur leur statut WhatsApp? Tu leur donnes une compensation. Oui. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux plateformes. Il y a une plateforme business pour les business et une plateforme pour les particuliers qui vont vouloir, les publishers, on les appelle, qui vont repartager. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un publisher, il doit s'inscrire. Pour l'instant, il s'inscrit. Comme je disais, là, c'est la première plateforme, la première version, on travaille sur une seconde. Dans la première version, il s'inscrivait, c'était vraiment très simple. Numéro de téléphone, mot de passe. Donc, ensuite, il va remplir son âge, son pays et autres. Voilà, ça c'est le minimum. De l'autre côté, les entreprises, pareil, elles vont s'inscrire, numéro de téléphone,
mot de passe. Et ensuite, elles pourront créer ce qu'on appelle des campagnes. Donc, dans une campagne, une entreprise va définir, va donner une image, un texte et un lien. Parce que c'est le lien final qui nous permet de savoir si la publicité a fonctionné. Et ensuite, l'entreprise va définir un coût par clic, ce qu'on appelle un coût par clic. Combien est-ce que l'entreprise est prête à payer pour chaque clic qu'elle obtient, qu'elle veut avoir et tout. Et sur ce coût par clic là, donc, nous, on va prendre une commission. Donc, si l'entreprise, par exemple, décide de payer 100 francs par clic, nous, on peut se dire, OK, ça va varier en fonction des secteurs d'activité, en fonction des pays, en fonction de beaucoup de critères qui seront justement à travailler. Mais on peut se dire, par exemple, pour simplifier, on va prendre 25%. Donc, ça veut dire que sur les 100 francs que l'entreprise va payer, à chaque fois qu'il y aura un clic, on versera 75 au publisher et la plateforme restera avec 25 francs. C'est tout aussi simple que ça. Et ce qui se passe en fait, c'est que lorsque le publisher y relaie l'information, en fin de journée, on va analyser les clics pour être sûr que voilà, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de ceci ou de cela, et on versera le montant qui correspond au publisher. Il pourra faire le retrait, voilà, et avoir son argent de son côté. Et l'entreprise, elle, de son côté, elle aura une des statistiques en fait sur les clics qu'elle a obtenus, voilà, et elle pourra savoir si sa publicité a été fructueuse ou pas. Donc voilà, le principe est tout aussi, c'est vraiment très simple. On l'a simplifié au maximum pour la première version, mais avec les problèmes que nous avons rencontrés justement, il y a beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup de choses à peaufiner pour que ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus intéressant encore et de beaucoup plus grand. OK. Donc voilà. Aujourd'hui, à la matière, vous avez combien de personnes qui utilisent votre application et combien à Publish? Chez l'amateur, au total, nous avons livré près de 2800 familles en quasiment 5 ans. Et chez Publish, nous avons travaillé avec environ 10 entreprises sur les 2 semaines. Mais à côté de ça, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont prêtes à relayer l'information des entreprises en question. Donc voilà un peu les statistiques que nous avons sur les 2 projets. Et quand tu vois l'impact social et économique de tes compagnies, Mhm. comment est-ce que tu les vois à long terme? Comment est-ce que tu les vois œuvrer pour la communauté au Cameroun? Ok. Première des choses, au niveau de la matière, quelque chose qui est très intéressant, c'est que avec la diaspora, on s'est rendu compte qu'on faisait arriver des devises étrangères. Ce qui, à mon sens, était très bien parce que au- par rapport à ce qui se fait en général, où on fait sortir des devises, lorsqu'on achète des produits étrangers, dans le cas de la matière, on faisait rentrer les devises. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup parce que la plupart, le plus grand marché, en tout cas, c'est le marché de la diaspora. C'est eux qui sont prêts à commander le plus pour leur famille. Chaque mois, on a des clients qui vont commander pour 1000 euros, 600 euros, 700 euros de courses alimentaires pour le mois, pour leur famille au Cameroun. Et ce sont des montants vraiment très gros parce qu'il y en a aussi qui font des commandes, des marchés à 200 euros, 100 euros et tout. Mais voilà, c'est chacun qui, qui décide de comment il fait. Donc, sur le plan économique, on se dit que ça aura ce grand impact là où on pourra à chaque fois faire rentrer plus de devises en Afrique, ce qui permettrait justement aux commerçants avec lesquels nous travaillons de pouvoir voilà, avoir des rentrées d'argent en dehors de celui qui se fait déjà dans le système actuel au Cameroun. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan social, la matière a eu un très grand impact au niveau des familles. La première année, au tout début, parce que là maintenant, les familles sont un peu habituées, puisque c'est généralement les mêmes qui recommandent en majorité. Mais au début, je me rappelle, toutes les mamans à qui on livrait pleuraient, littéralement. Parce que c'était surtout les grands, il y avait des mamans, il y avait aussi les grands-mères qui recevaient les courses que leur petit-fils, qui était parti soit avant nous, soit après moi et tout, leur envoyait comme course alimentaire. Il se disait, ah, mon fils est arrivé là-bas, il a pensé à moi. Je pensais que j'allais faire longtemps encore sans le voir, mais je reçois un cadeau qui vient de lui. En plus, c'est quelque chose qui est aussi, que c'était beaucoup. En fait, ils vont commander des courses de 60 000, c'est 100 euros. Pour quelqu'un qui est ici, qui travaille 100 euros, ça passe beaucoup plus. Mais au Cameroun, converti en francs CFA, ça fait beaucoup de choses. Et cet impact-là, ça nous, ça nous plaisait énormément parce qu'on se rendait compte de la cohésion qu'on arrivait à créer parce que ça faisait justement beaucoup de, j'oublie les thèmes, mais c'était beaucoup d'émotions, on va dire ça comme ça, qui se ressentaient. Donc sur le plan social, en tout cas, on s'est dit que c'est quelque chose qui va énormément apporter sur le long terme au niveau des familles. Donc on y travaille encore, on espère que le projet grandira un peu plus. Par rapport aux autres projets, notamment Publish, le cas est un peu différent parce que là on ne fait pas rentrer des devises, mais au contraire, on permet
personne, on fait davantage, on évite que les devises ne sortent. Voilà, on propose des alternatives. Parce que généralement, ce qui se passait, en fait, c'est que lorsqu'une entreprise voulait faire de la publicité, ce qui avait été le cas pour nous, avec Genuka, on allait aller sur les plateformes étrangères, Facebook, YouTube, payer de la publicité, dont on fait sortir des devises pour avoir justement un impact sur la clientèle. Avec Publish, c'est l'inverse. Au lieu de faire, bon, c'est pas l'inverse parce qu'on ne fait pas rentrer les devises de l'étranger, mais au moins les devises ne sortent plus et tournent dans l'économie, ce qui permet justement aux uns et aux autres de, voilà, de pouvoir en profiter aussi, sans que les devises forcément ne sortent. Ce qui pour moi reste toujours une très bonne chose parce que je sais que pour que les économies se développent, il faut au maximum éviter d'en faire sortir et au maximum faire rentrer. Donc ça c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Et aussi le plan social, pareil, ça permet en fait à des personnes qui n'espéraient pas, parce que c'est ça aussi c'est notre gros intérêt qu'on a eu avec Publish, c'est que des personnes qui n'ont pas de travail, qui justement sont des étudiants, il n'y a même pas des étudiants, on a des personnes chez Publish qui ont plus de 50 ans. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on a vu des pièces d'identité, parce que dans le processus de vérification pour éviter des fraudes, on a même pas de système de vérification et tout. On a vu des personnes qui avaient plus de 50 ans, 55 ans, utiliser Publish pour gagner de l'argent parce que ça leur permettait d'avoir 1000 francs par jour, 2000 par jour, ce qui est non négligeable et qui montre qu'il y a un réel impact en fait sur la vie des gens de manière générale. Donc voilà un peu les deux gros impacts que je peux citer par rapport aux deux projets que nous évoquons. C'est Je sais pas si je impressionnant. m'avale beaucoup. Non, non, c'est C'est ça. impossible. Je me demande juste comment tu finances tous tes projets. Parce que je sais que les softwares et tout, ça coûte souvent Et ça coûte énormément beaucoup. d'argent. Comment toi tu fais pour Euh, faire tout ça? euh, comment dire, je, tout mon argent va dans mes projets. c'est, c'est le raccourci le plus rapide que je peux donner. Tout mon argent va dans mes projets, tous mes salaires vont dans mes projets. Non, non, j'ai pas encore d'enfant. Tous mes salaires, tout mon salaire, tout ce que j'ai, la plupart en tout cas, la quasi-majorité, ça va dans mes projets. Lorsque je développe des applications, comme je le disais, je réinvestis tout. Donc je ne vis pas la belle vie parce que je me dis que c'est le moment de construire. Je vise loin, je sais que voilà, si je continue d'apprendre, si je continue de me développer, forcément à un moment donné, j'aurai assez pour pouvoir vivre et tout. Du moment où je vis avec le minimum et comme je disais, tout ce que je gagne, tout mon salaire d'ingénieur, je réinvestis tout, littéralement. Soit j'investis dans d'autres projets, d'autres personnes, soit je réinvestis moi-même dans mes projets et voilà, j'essaye de faire grandir au mieux. J'ai toujours fait ça d'ailleurs. À chaque fois, je me disais que qu'il ne faut pas que je le fasse parce que pour la petite histoire, en 2018, j'ai lancé mon tout premier business. Et là, c'était vraiment mon tout premier. C'était une plateforme de dropshipping. C'est ça qui m'a fait, en fait, le fait commencer avec la matière ensuite et tout. Je vendais des écouteurs sans fil. Donc, je sais pas si vous connaissez le dropshipping. Mais le dropshipping, le principe, c'est, je trouve un produit que je veux vendre. Je trouve des fournisseurs en Chine. Je fais une plateforme très jolie. Je fais de la publicité sur cette plateforme. Des clients arrivent, commandent, payent. Une fois qu'ils ont payé, moi, je vais maintenant voir mon fournisseur et je leur dis, voilà l'argent du produit, allez livrer chez telle personne. Le principe est tout simple en fait. La différence, c'est que moi, je n'ai pas de stock. Tout ce que j'ai, c'est la plateforme. Et quand les clients viennent, je les redirige. Avec ce projet-là, j'étais en deuxième année, on va dire quatrième année d'école d'ingénieur, donc sur 5 ans. J'étais en quatrième année et je crois en 2 semaines, je m'étais fait 8000 euros. J'étais étudiant à l'époque. Je touchais environ 600-700 € le mois. Donc, quand je me suis fait 8000 € en une semaine, je me suis dit vraiment, je vais arrêter l'école. Je ne sais pas à quoi l'école me sert. Je suis un riche. Je vais, je vais faire des business, je vais atteindre des millions. Bref, voilà, le rêve et tout. Après, malheureusement, le site internet a été banni parce que on faisait des choses qui frôlaient un peu l'illégal, je me dis. Parce qu'à l'époque, on vendait des écouteurs sans fil, mais ça s'apparentait à des AirPods. Donc, je pense qu'il y a eu certainement quelque chose, mais en vrai, je ne sais pas. Je ne connais pas la vraie raison parce que je n'ai jamais eu la vraie raison. Mais Google, ils avaient, comme c'est Google qu'on utilise à l'époque pour faire la publicité, ils avaient arrêté notre compte de publicité. Ils avaient dit non, on n'a pas le. Qu'ils ont banni notre compte sans plus de raison. Ils ont dit qu'on enfreint leurs règles, mais on ne savait pas. On ne savait pas exactement pourquoi et tout. Bon, du coup, c'est comme ça que finalement le projet s'est arrêté. J'avais dans les 8000 € avec mes potes, on se disait, ok, on a 8000 €, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Je me disais toujours que au Cameroun, on nous dit que qu'on a l'argent, il vaut mieux investir que de manger, parce qu'en investissant, on aura plus et tout, voilà. C'est comme ça que je prends tous les 8000 €. J'ai investi dans plein de projets. Tous les projets ont échoué.
Je me suis mis à la fin, je me suis dit, qui m'a envoyé? Mieux, je mangeais mon argent, je restais tranquille et tout. Et du coup, c'est comme ça que je me dis toujours, en fait, qu'il faut que j'arrête de réinvestir, mais je crois que, je me dis toujours que non, il faudrait que j'apprenne, que je prenne le temps, que je suis pas obligé. Dans tous les cas, je ne manque pas de quoi manger, donc, que je prenne vraiment la patience et que je continue de développer mes projets. Mais en même temps, il y a toujours cet épisode-là qui me revient à l'esprit en me disant, peut-être il faut que je m'arrête un peu là, je profite un peu de mon argent avant de continuer, mais bon. Voilà. En tout cas, voilà un peu comment je finance dans mes projets. C'est vraiment en faisant du réinvestissement avec ce que je gagne. Donc. Donc, ce sont les fonds propres, en fait. Exactement, c'est Ok. exclusivement des fonds propres. Par contre, j'ai fait une levée de fonds une fois. Une fois, c'était de la love money. Donc, c'était pour la matière. J'ai vu, c'était en 2021. J'ai pris mes amis de classe, mes camarades de classe, des proches, des oncles, des tantes, de la famille et tout. Je leur ai dit, bon, voilà, j'ai besoin de 40 000 euros. Juste 40 000 euros. Je veux pas beaucoup. Juste ça. Voilà ce qu'on va faire et tout. Et ils m'ont donné de l'argent, 100 euros par-ci, 500 euros par-là, 1000 euros par-ci, ainsi de suite. Donc voilà la seule levée de fonds que j'ai fait. Et ça m'a permis encore de développer la matière un peu plus. Et Et tu as atteint voilà. les 40 000 euros alors? Non, non, j'avais pas atteint les 40 000 euros d'ailleurs. Je crois que je crois que à 25 000 euros, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, bon, vraiment, mais j'arrête d'abord là, je vois comment je gère. Après, si ça marche, je vais lever un peu plus. Je vais voir. Parce que c'était la toute première fois que je faisais une levée de fonds. Et c'était même la seule fois d'ailleurs que j'en ai fait une. Mais sinon, de manière générale, oui, c'est des fonds propres. Ça veut dire que tu n'aimes pas trop à faire les levées de fonds, en fait. Non, moi j'aimerais bien. Moi j'aime bien. C'est seulement que c'est quelque chose qui est un peu flou. Parce que je vois des choses qui se font de manière générale dans le monde de la tech, dans le monde de manière générale, au Cameroun aussi en particulier. Mais je n'arrive pas à avoir suffisamment d'informations pour bien comprendre comment ça se passe. Et les infos que j'ai euh, sont un peu floues. Donc c'est toujours un peu difficile, mais j'aimerais bien. Pour Dienouka par exemple, j'ai fait un pitch deck parce que on se préparait avec mon cofondateur à lever, on voulait lever environ 2 millions de dollars. Et on a contacté des fonds d'investissement, on a contacté le fonds des Xavier Niel en France, Kima Ventures. On a postulé chez Y Combinator, je sais pas si vous connaissez, c'est l'un des plus grands incubateurs au monde, ils sont aux États-Unis. Voilà, donc on essaye de faire des choses. Mais comme je disais, il y a beaucoup de choses que je connais pas encore. Donc j'apprends, j'essaie de voir un peu comment ça marche, j'essaie de prendre un peu de précautions quand même, mais voilà, on essaye quand même. Dans les lever des fonds, ça peut être intéressant, mais comme je disais, je n'ai pas encore toutes les infos. Donc j'essaye de voir, j'essaie de me documenter, j'essaie de me rapprocher un peu des gens qui l'ont déjà fait et d'en apprendre un peu plus. Par contre, il y a quelque chose que je sais que je ne vais pas faire pour l'instant, c'est faire des prêts. Parce que j'ai fait des prêts pour des projets et les prêts sont beaucoup plus difficiles à gérer en startup que des fonds avec des actions et autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Donc, on a parlé de la matière qui est en Exact. enfant du milieu qu'on néglige souvent un peu. Maintenant, on parle du dernier enfant, Jenouka, que tu aimes plus que le premier enfant, même Ah ça? apparemment. Non, dis-nous que Voilà. c'est Parle-nous de incroyable. Jenouka. Ok, donc Dienouka, comme je disais, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de pouvoir mieux gérer les ventes, mieux gérer la comptabilité de manière générale, mais mieux gérer leur business. Donc, c'est destiné principalement aux TPE-PME. Et voilà. Voilà en gros. Oui, en Afrique de manière générale, Dienouka a connu deux versions. Donc, il y a une première version qui est sortie en 2020, qui a eu un succès initial, on va dire un succès de lancement, mais après a complètement dégringolé. Avant de renaître de ses cendres, on va dire ça comme ça, en 2023. Fin 2023, début 2024, et jusqu'à aujourd'hui, c'est justement cette deuxième version que je développe de manière plus sérieuse. Parce que dans l'ordre chronologique, en fait, Genook a commencé avant Publish, en 2020, comme je disais, mais n'a pas pu. Bref, il y avait beaucoup de problèmes. Notamment, c'était à l'époque où la matière était encore très dépendante de nous. C'était compliqué de pouvoir gérer tout à la fois. Et du coup, le projet est mort, on va dire. Et en 2023-2024, j'ai donc relancé parce que j'ai une cliente qui est justement sur ce site internet-là. Elle est tout en haut. C'est les délices de Milly. Voilà, c'est elle la toute première. C'est elle qui m'a fait relancer le projet parce que elle me contacte en décembre 2023 et elle me dit, Wilfried, je veux que tu m'installes Odoo.
Et le truc, c'est que elle utilisait déjà la première version de Jenuka. Et elle me dit, je veux que tu m'installes Odoo. Je lui dis, pourquoi tu veux Odoo? Pourtant, tu utilises déjà Jenuka et tout. Elle me dit que non, Jenuka ne marche pas. Je lui dis, comment ça, ça ne marche pas? Elle me dit, elle veut un outil qui va l'aider à gérer ses ventes de manière efficace. Mais sur Jenuka, c'est lent, c'est compliqué, elle ne s'en sort pas, c'est bizarre. Et elle a un ami qui lui a parlé de Odoo. Elle veut utiliser Odoo. Je lui dis que non, Camille, tu peux pas me faire ça parce que elle était la dernière cliente de Jenuka. Elle était la toute dernière qui restait. Je lui dis que non, tu peux pas te faire, tu es quand même la dernière cliente et tout. Elle me dit que oui, mais c'est que ça ne marche pas et tout. Je lui dis, ok, je comprends. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est que est-ce que tu peux me laisser 2 semaines pour que j'améliore Jenuka et que je revienne vers toi? Tu me dis si c'est mieux. Elle me dit, ok. Mais qu'en janvier, si ça ne marche pas, elle veut que j'installe Odoo parce qu'elle veut gérer son business avec Odoo. Elle se lance à doigt là et tout, elle m'explique et tout. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je m'assois pendant 2 semaines. Je recommence Jenuka de zéro. Littéralement de zéro. Tout ce que j'avais fait avant, je mets de côté. Je me dis, ok, je vais penser une solution avec l'expérience que j'ai déjà eue. Parce que, comme je disais, la première version, c'est 2020. Là, on est en 2023. J'ai appris des choses. Je suis devenu plus, on va dire, plus intelligent dans le business, plus intelligent dans le code et tout. Voilà, il faut que je mette tout ça en avant et tout pour pouvoir faire un truc qu'elle va aimer. Donc, c'est comme ça que je développe la deuxième version en 2 semaines. À ce moment-là, Jenuka ne pouvait gérer que les commandes. Ça pouvait gérer uniquement les commandes et les produits des clients, point. Et les produits du client. Donc je lui montre cette première version. Elle est tellement fan que elle en parle à une autre personne qui devient aussi cliente. Et elle me dit que finalement, la personne qui lui a parlé de Odoo, elle va aller le voir également pour lui parler de Jenuka parce qu'elle préfère justement qu'on utilise quelque chose qui est fait au Cameroun et tout. Donc c'est comme ça que elle en parle un peu autour d'elle. Je recommence à avoir des clients. Et je me dis, ok, je vais donc me concentrer et mettre beaucoup plus d'énergie à améliorer la qualité du produit. Parce que, comme je le disais, en fait, la première version de Jenuka était effectivement trop lent, trop lourd, avec de mauvaises technologies et tout. C'est pour ça que j'étais obligé de tout recommencer de zéro. Et avec cette nouvelle version, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus intuitif. Et les clients, en tout cas les entreprises, l'apprécient beaucoup plus. C'est comme ça que j'y mets donc beaucoup plus d'énergie et je travaille de manière vraiment incrémentale en écoutant à chaque fois le besoin du client, ce qui n'avait pas été fait à la première version. La première version, je m'étais assis dans ma chambre avec l'équipe. On avait imaginé notre solution, on l'avait développée et après 1 an de développement, on l'a sorti. Et ça, je me suis dit que je ne vais plus jamais faire ça. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais aller sur un truc incrémental. Je commence avec juste les commandes des produits. Ça me prend 2 semaines. Elle apprécie. Après, elle me dit, ok, est-ce qu'on peut aussi avoir les factures? Je fais les factures. Après, l'autre vient et me dit, est-ce qu'on peut avoir les statistiques? Je fais les statistiques. L'autre vient, ainsi de suite. C'est comme ça que j'améliore dans la plateforme pour en faire la plateforme qui est là aujourd'hui. Et elle continue de s'améliorer de jour en jour de cette manière-là où je prends beaucoup de temps à discuter avec les clients, ce que je ne faisais pas Ouais, justement au début, à comprendre leurs ouais. besoins et à vraiment axer mon développement uniquement sur ce qu'ils veulent et ce que je sais qui va les intéresser. Et c'est pour ça justement que de un, ça leur permet de s'approprier le produit parce que elles ont participé, elles, mais il y a des hommes et des femmes et tout, ils ont participé, ou bien une entreprise, des entreprises, elles ont participé à développer le produit avec moi et elles sont beaucoup plus enclins à partager et à en parler autour d'eux. Donc voilà un peu Tu as, l'histoire de Jenuka. tu as laissé l'aspect de développement que les gens faisaient avant pour utiliser le Lean Startup avec la méthode Exactement. agile pour Exactement. t'adapter. Ouais. Le Parce que Lean c'est à la fin, Startup, tu as un produit qui ne courait. Voilà. c'est un livre que j'ai lu après. Après la première version, justement. Et j'ai appris ça, et c'est ça que j'ai appliqué. Exactement. Quand je vois, ça me fait beaucoup penser à Stripe, Ah, version camerounaise. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu as aussi pensé ça, mais sauf que Stripe, là, peut-être il y a création de sites web, il y a création TV. d'autres choses. Mhm. Mais ça me fait penser à la plateforme de Stripe. Je ne sais pas si tu as eu à voir ça aussi. Non, non, je connais Stripe. On est partenaire avec Stripe justement pour les entreprises qui veulent, parce qu'on a des entreprises, comme je le disais, en Europe et aux Oui. États-Unis, bien qu'on cible uniquement l'Afrique. Et pour ces entreprises-là, elles veulent accepter les paiements par carte bancaire et autres. Donc, elles utilisent justement Stripe pour les paiements et tout. Mais la plateforme, justement, nous, on a vraiment voulu se détacher d'une part. On n'a pas voulu vraiment se spécialiser parce que justement, il en existe pas mal. Il y a par exemple au Cameroun NotchPay, qui est l'équivalent exact de Stripe. Donc c'est vraiment la même chose, sauf que eux, ils sont dédiés au cadre bancaire Orange Money, pardon. Ils sont dédiés au Mobile Money, pardon, au Cameroun, Orange Money, MTN Money. Donc on n'a pas voulu avoir cette spécialisation-là, mais on a voulu plutôt inclure la majorité des outils qui permettront à une entreprise de ne pas avoir à gérer
leur business sur plusieurs plateformes de manière générale. Donc, sur Genuka, on peut avoir tout ce qui est paiement, justement. Mobile Money, Orange Money, on peut avoir une comptabilité, on peut avoir le site internet, on peut avoir les factures, on peut avoir les ventes, les clients, les statistiques et autres, et les dépenses. Bref, une entreprise n'a plus besoin du coup d'utiliser une autre plateforme pour pouvoir gérer son business si elle utilise déjà Genuka. Donc c'est un peu ça la vision qu'on a, ce qu'on essaie de faire. C'est incroyable, tu fais tellement de choses, et à tout ça, à côté, tu travailles encore à DeFork. Oui. Comment est-ce que ton poste, parce que tu es senior Oui, software senior. engineer, ouais. Comment est-ce Et que squad ton lead. poste à DeFork t'aide à, justement, à amplifier ton impact dans tes compagnies à toi? Là, je peux dire que c'est beaucoup plus le l'apprentissage que je fais avec les personnes qui sont justement tout autant seniors dans ces entreprises-là avec moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le cofondateur de Genuka d'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit la première fois qu'il a vu Genuka, il a su que ce n'était pas un Camerounais qui l'avait développé. Je lui dis comment ça c'est pas un Camerounais qui l'a développé. Il me dit, même si c'est toi qui l'as développé, c'est parce que toi tu n'es pas au Cameroun. Et je lui dis pourquoi, il me dit qu'on sent, quand c'est, on sent en tout cas qu'il y a une certaine qualité qu'on ne retrouve pas généralement dans les développeurs, que peut-être il y en a qui sont très forts et tout, mais quand je vois Dienuka, je sens qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Et ça m'a fait m'a fait penser au fait que justement c'est l'environnement de travail de manière générale que j'ai déjà avec lequel j'ai eu à travailler dans les différentes entreprises où j'ai été ici en France, qui m'ont permis de pouvoir justement façonner cette éthique de travail-là d'une part et cette qualité. C'est qu'il appelle justement la qualité au niveau de la plateforme, de m'intéresser à la vitesse, est-ce que c'est performant, est-ce que c'est joli, agréable à voir, ainsi de suite. C'est comme ça que je dirais justement que mon travail au quotidien me permet de pouvoir travailler sur ces projets parce que je suis côtoyé à des environnements qui rencontrent, on va dire, des problématiques liées à la taille. Depuis que je suis en France, j'ai été diplômé en 2020, donc ça fait environ 4 ans. Voilà. J'ai travaillé chez deux boîtes principalement. Et la première boîte, c'était une start-up. On était 4. Donc, on avait un bureau, une seule table. On était nous 4 autour de la table. C'était ma première boîte là-bas. Et le but, lorsque j'y allais, il y avait deux raisons. La première raison, c'est une boîte qui faisait dans l'IA. À l'époque, c'était en 2020. L'IA m'intéressait depuis, comme je disais, en fait, de manière générale, la technologie, la biologie, tout ce qui est, voilà. Tout ça m'intéresse énormément. Du coup, j- je- j'allais dans cette boîte pour comprendre comment est-ce qu'on fait l'IA. C'était ma première boîte que je faisais en sortie d'école. Et je voulais que ce soit une start-up. Parce que dans ma tête, je savais. Comme mon temps de dessin, j'aurais mes entreprises, j'aurais mes projets. Je voulais donc comprendre comment ça se passe dans une start-up de manière générale. Comment est-ce qu'on discute avec le boss, comment est-ce que le boss gère ses équipes, ainsi de suite. C'est pour ça que je suis allé là-bas. J'ai appris de comment est-ce qu'on arrive à croître. Et c'est comme ça que ça m'a permis en fait de pouvoir appliquer également ça sur mes projets. Deuxième chose, parce que je me rends compte en fait avec le recul que mine de rien, tous mes projets où je suis allé, c'était un peu dans cette optique-là. Parce que même lorsque j'allais en stage chez Madiba Olivier, à Kiro Game, c'était parce que je savais que mes projets allaient être développés au Cameroun. Je voulais donc comprendre comment une startup au Cameroun évolue. Et j'avais demandé, du coup, j'avais supplié Madiba, parce que ça faisait des mois que je le harcelais, que pardon, je vais faire le stage chez Kiro Game, parce que je voulais voir, en fait, je voulais voir comment ça se passe. Voilà, donc, moi, ça me permettait de comprendre ça. Donc, une fois que j'ai fini mon stage, j'ai eu mon diplôme, je suis allé, dans la première boîte qui faisait de l'IA. Plus tard, je me suis rendu compte, ok, j'avais déjà à peu près vu comment ça se passait. Je voulais une boîte qui soit un peu plus grande sans être trop grande. Donc, je suis allé chez Defort qui se voyait comme une scale-up. Donc, c'est une boîte qui n'est plus vraiment une start-up, mais qui n'est pas non plus une très grosse boîte, qui a des problématiques de ce qu'on appelle de scale. Comment est-ce qu'on arrive à grossir, à monter en charge et tout. Pour moi, c'était donc trop intéressant d'aller dans ce genre de boîte qui est un peu au niveau, un peu au-dessus, en me disant, OK, j'ai mes projets qui commencent à grandir, j'ai déjà vu comment est-ce qu'on arrive à naître. Maintenant, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à une certaine taille? Comment est-ce qu'on gère la masse de personnes qui se connectent et tout, ainsi de suite? Comment est-ce qu'on gère les serveurs et tout ça? Donc, c'est comme ça que j'allais ensuite à Defort pour apprendre ça. Et là, j'ai vraiment été servi parce que j'ai appris énormément de choses sur la façon de gérer les montées en charge, comment est-ce que tu gères des applications avec justement 3000 utilisateurs, 10 000 utilisateurs, 5, 50 000 utilisateurs et tout. Et c'est tout ça de manière générale qui me permet, je ne me rappelle même plus c'était quoi la question initiale, mais c'est tout ça de manière générale justement qui me permet de pouvoir travailler efficacement sur mes projets. Mais c'était quoi la question Oui. déjà? Oui, comment J'ai est-ce pas que compris. tu utilises le fork
Ah, pour ok. amplifier ta compagnie, Voilà, tes donc c'est ça. compagnies. Voilà, c'est Super. comme ça, en fait. C'est ça que j'apprends. Super. Et justement, quand on voit ton CV, il y a une très grande polyvalence. Tu as dit que tu aimes apprendre, tu aimes te développer. Mhm. Mais j'ai envie de te demander, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? 10 ans. 10 ans, ça fait genre 2035 par là. Et comme on serait émergent en 2035. A priori, j'espère que d'ici 10 ans, tout s'est bien passé avec les projets, que j'ai pu faire un exit, que j'ai pu avoir beaucoup de millions de dollars. 10 ans même. Non, non, c'est étape par étape. 10 ans même. 10 ans, 10 ans. En 10 ans, je peux faire un exit même de 200 millions par là. Même plus, peut-être 500 millions même. Et disons que moi, je me retrouve avec genre, je sais pas, 100 millions, par exemple. Voilà. Donc du coup, d'ici 10 ans, je me retrouve avec environ 100 millions de dollars et je commence mon laboratoire. Je commence ma recherche, je me lance. Parce que comme je le disais, en fait, moi, mon but, c'est de vraiment faire de la recherche. Si j'avais beaucoup d'argent, en tout cas, ça me tombe bien quand vous faites de la recherche, parce que peut-être on pourra en discuter un peu. Moi, mon but, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir. Peut-être c'est utopique parce que c'est pour ça que je disais que peut-être on pourra en discuter, mais c'est d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir justement faire de la recherche plus tard. Et cette recherche-là, et la raison pour laquelle je vais avoir beaucoup d'argent, parce que je me dis toujours quand je peux faire de la recherche maintenant, mais je m'étais dit, si je veux faire de la recherche dans un laboratoire externe ou extérieur, déjà, et quand je dis recherche, peut-être le terme est trop, peut-être ce n'est pas vraiment de la recherche au sens théorique, mais je veux bricoler. Si peut-être le terme est mieux, j'ai envie de bricoler. Voilà, j'ai envie de faire de la R&D, c'est ça, j'ai envie de bricoler des trucs. Je l'ai déjà fait quand je suis arrivé en France, c'était l'une des premières passions que j'ai eues. J'ai acheté des cartes Arduino, j'ai traficoté plein de choses, mais très vite je me suis rendu compte que l'argent ne me suffit pas, parce que tous les périphériques, il faut acheter des équipements et tout, finalement ça coûte pas mal cher et tout, et il me faut de l'argent. Soit du coup je vais dans un laboratoire qui existe, mais le problème dans ce cas-là, c'est que je vais devoir déjà avoir une recherche qui est peut-être orientée vers le laboratoire, ce que le laboratoire voudra, d'une part. D'autre part, je serai entre guillemets obligé de faire de la recherche parce que ce sera ça qui me permettra de vivre. Et ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Je veux avoir la liberté d'orienter ma recherche où je voudrais y aller, d'une part, et de deux, ne pas dépendre justement de quelqu'un qui me dira quel genre de recherche j'aurai le droit ou pas. Bon, en dehors des recherches non éthiques, on est d'accord, mais si je veux aujourd'hui, je fais la recherche dans la robotique, demain je change pas en biologie sans que personne ne me dérange, c'est vers là que je veux aller. Et si j'avais tout l'argent qui me permettait de faire ça, sans être dépendant, je pense que je vais arrêter tous les projets que je fais, tout mon travail, tout mon truc de CD, j'aurais tout arrêté pour aller continuer la recherche parce que c'est vraiment là-bas que je veux aller. Mais pour y arriver comme je le pense là, je me dis que voilà, les étapes qu'il me faut avoir, c'est travailler pour avoir du cash, pour pouvoir travailler sur mes projets en espérant que mes projets me permettront ensuite de ne plus avoir besoin de travailler. Et ensuite, quand je ferai un exit ou quand je ferai une revente, et ainsi de suite, ou peut-être j'aurai pas besoin de faire un exit, mais j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir faire la recherche en gardant mes entreprises en parallèle. Dans tous les cas, du moment où je peux faire la recherche à la fin, le reste, voilà, ça se gère comme ça veut. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment où je veux aller. Je veux aller vraiment dans la recherche. Et quand je dis ce genre de bricolage, c'est vraiment dans tous les domaines parce que c'est trop vague ce que je dis, mais c'est vraiment à ce point vague-là. C'est d'une part la biologie, d'une part la robotique, les véhicules, je sais pas, peut-être faire des équipements de vision, bref, mais c'est tout ça que j'ai envie de faire, c'est tout ça qui m'intéresse. La psychologie même souvent, mais voilà, c'est Mais un c'est peu quoi ça. le but ultime? C'est quoi ton but ultime? Dans 10 ans, tu aimerais à fait résoudre quel problème ou qu'est-ce que tu aurais aimé accomplir en dehors de faire la recherche et tout? Quel est ton but ultime en fait? Je n'ai pas de but. Je n'ai pas de but. Je n'ai pas d'objectif. Je n'ai pas un endroit où, quand je vais arriver, je vais dire, ok, c'est bon, je suis arrivé. C'est pour ça que je veux faire de la recherche, parce que je ne sais pas encore ce que je vais découvrir. Je vais me laisser le soin de découvrir ça. Et c'est aussi pour ça que je veux justement ne plus avoir besoin de penser à comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais vivre, parce que je voudrais avoir cette liberté-là de pouvoir avoir un sujet, de le creuser à bout, de voir jusqu'où ça me mène. Est-ce que, voilà, est-ce que ça peut apporter, peut-être les buts vont arriver pendant la recherche, mais avant, je n'ai pas un but. Je sais juste ce que j'aime faire, où je ne m'ennuie jamais.
Et tout ce qui me passionne, c'est découvrir des choses, apprendre, comprendre, euh, aider, voilà, tout ça. Tout ça de manière générale. Mais je n'ai pas d'objectif en tout cas. C'est vraiment que c'est là quand vous posez la question que je me dis qu'en fait, bon, moi je n'ai pas d'objectif final. Ça c'est sûr. Il n'y a rien qui va me dire que je suis arrivé. Je sais juste que j'aurai franchi une étape et après je vais entrer dans un endroit où il n'y aura plus de fin. Ça sera la recherche C'est pour moi. normal, je comprends. Je comprends. En fait, c'est que tu as beaucoup trop de passion et pour l'instant, tu ne sais pas vers quoi ça va te mener, Oui, mais tu ou sais où tu dois aller. exactement. C'est Exactement, c'est super. ça. Justement, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui peut-être sont dans ton cas, dans ta posture, ou alors Mhm. sont des jeunes qui font du développement, des logiciels, de l'informatique. Et ils aimeraient suivre ton parcours, devenir CEO, créer des startups et avoir beaucoup d'argent, comme tu Euh, as dit, 200 millions, 500 millions. Et même dans l'immédiat, demain, si on peut faire, je sais pas, qu'est-ce que toi tu dis à ces jeunes-là aujourd'hui et quelles sont les clés de ton succès? ok. Déjà, pour le succès, moi, je ne sais pas déjà si tout ce que je fais nécessairement va conduire au succès parce que je n'y suis pas encore arrivé. Euh, mais ce que je dirais de manière générale, ce que j'apprends, parce que, comme on dit, quand on veut aller quelque part, il faut discuter avec les personnes qui sont déjà allées là-bas. Moi, je le fais beaucoup avec les livres. Donc, je recommanderais beaucoup de jeunes de lire des livres. Après, d'aucuns diront que les livres, c'est vieux. Ça ne sert à rien. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que, effectivement, ça peut ne servir à rien. Mais l'avantage, c'est que les livres nous permettent de pouvoir discuter avec les personnes qui ne sont plus là. Si quelqu'un que vous aimez, ou que vous suivez, ou que vous respectez, entre guillemets, vit encore, vous pourrez faire la même chose, soit en discutant directement avec lui, soit en regardant ses vidéos, s'il y a des vidéos. C'est pareil que de lire des livres. Mais le problème, c'est qu'avant, il n'y avait pas les vidéos. Avant, c'était les livres. C'est comme ça que les gens mettaient sur écrit, justement, leurs pensées et tout. Donc, si vous voulez, en tout cas, si les gens veulent, comme moi, devenir CEO, y avoir de l'argent et tout ça. Moi, ici, CEO, j'ai pas d'argent. Déjà pour commencer. Mais effectivement, il faudra beaucoup lire, il faut être ouvert, en tout cas. Il faut On va être, te dire que ça dépend de, tu veux dire, on va dire que tu n'as pas d'argent, ça dépend de ça ce que dépend tu de attends l'argent pour ne que pas tu avoir dis. d'argent que tu dis parce que Ah, ça? 10 000 euros, 100 000 euros pour quelqu'un, c'est déjà beaucoup d'argent. Ah, Donc, ça? quand tu Ok. Mais sinon, de manière générale, comme je disais, effectivement, déjà être CEO, c'est dur. Bon, après, il faut pas être pessimiste aussi, mais c'est dur quand même. C'est quelque chose qui est assez solitaire en termes de décisions à prendre, en termes de problèmes. Parce que comme on dit souvent, lorsque tu es CEO, généralement, on vient te voir que lorsqu'il y a des problèmes. Quand tout va bien, ça va. Personne ne te dérange. Mais quand on vient te voir, c'est qu'il y a déjà un truc qui n'est pas plus bien. Et tu passes ta vie généralement à résoudre des problèmes, en fait. Et ça, c'est assez difficile comme position de manière générale. Moi, j'avais dit que, en vrai, s'il y avait eu le choix, je ne voudrais plus être CEO. Parce que c'est trop fatigant. Mais bon. Et après, on espère toujours que c'est ça qui donne l'argent, mais bon, après, je sais pas, peut-être aussi. Donc, je cherche, bref, moi-même, je cherche. Donc, je cherche. Mais comme je disais, justement, il y a des livres, il y a la patience, il y a la soif d'apprendre, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, discuter avec des personnes qui sont déjà passées par où vous voulez aller. Ce qui est sûr lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est déjà passé par là. Contrairement à ce qu'on peut croire, les personnes sont souvent beaucoup plus ouvertes qu'il n'y paraît. Donc, il faut être il faut pas avoir peur de se rapprocher des gens, de pouvoir discuter avec des personnes, de s'adapter, voilà. Pour moi, je donne les conseils en désordre. Parce que j'estime toujours que je ne suis pas encore assez légitime, parce que je n'ai pas encore eu le succès, entre guillemets, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà fait, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que justement, il faut apprendre tout ça et choisir et ne pas travailler que par amour. Parce que moi, je disais tout à l'heure que je travaillais, je ne ressentais pas nécessairement le travail, mais il arrive beaucoup, plusieurs fois, que ce que je fais ne me plaît pas nécessairement. Genre, et ça arrive énormément de fois, mais à un moment donné, on ne peut pas faire uniquement ce qui nous plaît. Et il y a des choses qu'on doit faire pour plusieurs raisons. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, par exemple, pour quelque chose, il faut la tenir parce que euh, c'est l'honneur, on va dire ça comme ça. Ça te permet justement d'avoir de bonnes relations avec les gens, ce qui est très important par rapport à ce qu'on peut croire et tout. Donc voilà, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses, mais je ne sais même pas sous quel angle je vais prendre le truc et tout, mais voilà. D'accord. Voilà un peu ce que j'ai à dire. D'accord, Wilfried. Et si tu devais remonter le temps pour donner un Mhm. conseil au Wilfried qui prenait l'avion pour venir en France? À 19 ans, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais me dire?
Là, ça me fait penser du coup à des erreurs que je voudrais éviter. Euh, Mais le problème, c'est que lorsque on évite des erreurs, on n'arrive plus à être la même personne. En vrai, je lui aurais dit de rester positif et de toujours écouter son cœur et d'avancer et de ne jamais arrêter de vouloir apprendre. De ne jamais se décourager, que les choses sont difficiles de manière générale, mais que voilà, il faut toujours rester positif. En vrai, ça c'est quelque chose qui m'a toujours soutenu, le positif, et je lui aurais dit de ne pas l'oublier, voilà, de toujours garder positif, de toujours être positif de manière générale et de se laisser aller. Parce que si je change des choses, il n'y a pas grand-chose que je regrette en tant que tel. Il y a des choses certainement que j'aurais changé, mais je pense que si je les avais changées, je n'aurais pas appris ce que j'ai appris. Et même si on me l'avait dit, ça n'allait pas être pareil. Parce on m'a déjà, je pense notamment à Olivier m'a dit, bah, il m'a déjà dit des choses que je n'ai compris, genre, que 3 ans plus tard. Quand j'ai fait ce qu'il m'avait dit de ne pas faire, que j'ai compris qu'en fait, c'est pour ça qu'il me disait ça. Parce que moi, je suis quelqu'un moi, j'aime bien voir avant de comprendre. Donc voilà. Donc, qu'on apprend de ses erreurs, en fait. Voilà, en fait, c'est ça, il faut apprendre de ses erreurs et toujours Ok, rester positif. positif, super. Merci infiniment, Wilfried, pour ton temps et pour ton partage, pour ton expérience. J'espère que ça va motiver beaucoup d'autres jeunes Espérons. qui souhaitent prendre le pas et trouver le courage de se lancer Mhm, pour créer des structures et comment aussi s'en sortir. On a c'est compris qu'il ça. fallait identifier les problèmes de la communauté, travailler sur le Mhm. problème, sur les besoins et Avec interagir la avec la communauté. communauté Exact. pour pouvoir créer le meilleur produit ou le meilleur service. Et après, il Exactement. faut savoir prendre le courage À d'investir ses ça. propres moyens, de rester positif et optimiste et d'accepter que parfois ça peut venir du jour au lendemain comme ça et il y aura des échecs et il faudra se relever encore plus haut pour marcher vers le chemin qu'on a construit. Choisi. Exact. Choisi, En oui. tout cas, merci beaucoup, Luria, pour l'interview. Merci. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de partager tout ça. C'était très intéressant pour moi, en tout cas. De pouvoir, Merci, voilà. Wilfried. Merci Merci beaucoup. beaucoup.